Je commencerai par revenir d'abord sur le titre du Making of de 10 Cloverfield Lane, qui a ce joli titre, je trouve, de Cloverfield 2, mais orthographié T2O et non pas 2, c'est-à-dire le numéro 2. C'est-à-dire que cette suite est un Cloverfield aussi et pas une suite directe du premier volume. On a donc, je crois, affaire à une trilogie qu'on pourrait dire accidentelle, puisque les 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox n'ont pas immédiatement été envisagés comme des suites directes du premier film. L'ensemble forme malgré tout aujourd'hui un univers fictionnel, on parle de Cloververse, mais il me semble que les films sont reliés les uns aux autres par des sutures finalement assez discrète, jusqu'à cette énorme tête de monstre qui émerge des nuages à toute fin du troisième volume et qui évidemment fait ma joie, mais quand même des sutures plutôt discrètes, il me semble, par un système de référence de type, on va dire, Easter eggs, où a été construite une histoire d'arrière-plan à cet univers qui a été construite d'ailleurs principalement dans les campagnes de promotion virale, donc tout un tas d'informations qui ne sont jamais données dans les films, par exemple, le nom de la compagnie dans laquelle va travailler Rob au Japon, le lien que ça peut avoir avec l'arrivée du monstre, etc. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu. Et évidemment, tous ces micro-détails qui sont disséminés dans les films au hasard d'un coin de lettre, d'un arrière-plan, Sébastien en parlait, font la joie, bien sûr, des fans, des communautés interprétatives qui nourrissent désormais abondamment ce qu'on appelle sur Internet des Cloverpedia. Bon. Toutefois, au-delà de ces Easter eggs et de ces détails, j'ai souhaité m'interroger en fait sur ce qui relie les trois films entre eux, parce qu'il me semble que là aussi, le titre du making-of de cette fois-ci de Cloverfield Paradox, en l'occurrence Things are not what they appear, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, est particulièrement éclairant, puisque cette dialectique de l'être et du paraître me semble exister à l'échelle des trois films, et ces trois films, ils ne sont évidemment pas seulement, il me semble, ce qu'ils affichent. C'est-à-dire pas seulement un film de monstres géants, et Sébastien en a abondamment parlé, pas seulement un huis clos psychologique basculant dans la science-fiction extraterrestre pour le deuxième volume, et pas seulement un long métrage d'épouvante spatiale pour le troisième, mais ils sont aussi reliés, entre autres choses, par deux questions qui vont m'intéresser aujourd'hui. La question de la famille, il me semble, et en particulier des figures parentales, et dans un tout autre registre, mais on va voir que les deux peuvent d'une certaine façon être reliés, évidemment aussi un lien de chacun de ces trois films avec la question plus vaste de la série B cinématographique, puisque on pourrait dire que chacun des opus peut s'en réclamer. Alors, on pourrait affirmer que à chaque film, en fait, une figure, disons, parentale particulière. Et de ce point de vue, il me semble que le premier film pourrait être le film de la mère absente, que le deuxième film pourrait être celui du père toxique, et que le troisième film pourrait être celui de la mère tragique. Alors, je commencerai avec Cloverfield, premier du nom. Je vais les regarder un peu dans l'ordre. Et dans le premier Cloverfield, il y a cette scène que je pense vraiment très, très importante à l'échelle du film, qui est celle de l'appel téléphonique de la mère de Jason et Rob à Rob, tandis que ce dernier est retranché dans le métro, et donc appel de la mère qu'on comprend avoir été informé, sans doute par les médias, de la situation de New York. Alors, cette scène de l'appel de la figure maternelle, elle est, il me semble, importante à différents niveaux. D'abord, elle permet de rebondir sur la question de l'intime que Sébastien a évidemment traité. Elle pose, je crois, la question qui vise à savoir jusqu'où HUD peut aller dans l'enregistrement des événements. Et derrière lui, si on accepte de voir dans Cloverfield aussi un discours sur les médias, l'info en continu, la télé-réalité, etc., ben jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans en quelque sorte la fracturation de l'intimité, et peut-on aussi documenter quelque chose d'aussi intime et d'aussi dramatique que l'annonce d'un décès. Donc il y a cette première chose. Il y a également, et c'est peut-être plus fondamental encore, le fait que la technique
du found footage rend plus poignante encore l'annonce, il me semble, parce que précisément, on n'entend jamais la voix maternelle. Elle résonne de son absence, en quelque sorte, là où un film, disons, réalisé de façon plus classique, aurait pu, en voix off, par exemple, ou par une alternance de plans, nous faire entendre cette voix. Là, évidemment, absence, disons, radicale. Mais il y a, quand on y réfléchit un petit peu, une autre mère absente dans Cloverfield premier du nom, en l'occurrence, la mère du monstre, puisque il faut savoir que, là encore, alors il faut faire évidemment référence au discours extérieur au film, mais que le monstre a été envisagé pour le premier Cloverfield comme un bébé. Ça n'est pas moi qui le dis ou qui l'invente, mais le créateur même du monstre, Neville Page, qui, dans les making-of de l'édition Blu-ray, insiste sur le fait que la créature a été pensée comme un nouveau-né, donc paniqué dans cet environnement nouveau qu'il découvre. Alors, on pourrait éventuellement penser qu'on est là dans une sorte de grand classique du film de monstre, et en particulier peut-être du film de monstre de série Z. Vous connaissez comme moi le coup classique de en fait le monstre qui a détruit la ville n'était qu'un bébé, et à la fin on voit un œil qui s'ouvre qui nous annonce l'irruption d'une créature encore plus gigantesque, et donc pour la suite d'un spectacle encore plus mastodonte en quelque sorte. Mais ici évidemment ça n'est pas de cela dont il s'agit, puisque avant l'ultime plan de Cloverfield Paradox, on ne voit jamais de plus grosses créatures ou de figures maternelles. Et on pourrait voir plutôt dans cette figure du monstre nouveau-né en fait, la construction des images de Rob et du monstre en miroir. Et cette interprétation du fait que la figure monstrueuse serait une sorte de reflet du personnage de Rob, elle est développée par Jean-Christophe Cavalin dans un article extrêmement intéressant sur Cloverfield qu'on trouve sur le site Diacritique, où Cavalin écrit la chose suivante, je le cite: « Le départ imminent pour le Japon, de Rob donc, a réactivé en lui l'angoisse de la naissance et le trauma de la première séparation. La conséquence est l'acting out d'une régression qui projette son angoisse dans ce monstrueux nouveau-né, surgi du sein de la mère, MER, éjecté du sein de la mère, MERE, et détruisant son nouveau milieu, soit le monde du dehors. » Donc, une question de régression qui rejoindrait d'ailleurs peut-être, qui pourrait être élargie à l'ensemble du genre Giant Monster Movie, où il y a aussi, il me semble, quelque chose d'extrêmement régressif dans ce qui nous est montré, et dans le parallèle, Sébastien parlait du jeu de cacher-montrer, mais aussi dans le parallèle qu'on peut faire avec des jeux de destruction typiquement enfantins, du type destruction des pâtés de sable, destruction avec les jouets, etc., ou destruction à partir d'un jeu de construction. Il y a aussi, je pense, quelque chose de cette nature. Alors, puisqu'on parle de régression, j'en viens à 10 Cloverfield Lane, puisque on pourrait dire que 10 Cloverfield Lane a aussi à voir avec une forme de régression subie dans ce cas par le personnage de Michel. Et je vais reprendre un certain nombre de choses que Lorraine a pu déjà un petit peu évoquer de son côté. Je vois en effet dans la figure de Howard une figure paternelle inquiétante qui semble transférer sur Michel une relation, alors qu'on croit d'abord incestuelle, sinon incestueuse, avec sa fille, Meghan, mais dont on comprend finalement qu'elle n'était sans doute pas sa fille, mais une jeune, enfin une adolescente qu'il a enlevée et avec laquelle il a engendré une sorte de relation de père-fille extrêmement perverse. Et bien sûr, il y a le parallèle qui est fait entre Michel et Meghan par Howard. Il donne à Michel les habits de Meghan, alors soi-disant de Meghan, les rapproche du fait de leurs passions respectives. Michel veut devenir styliste, Meghan voulait être artiste, et les deux figures féminines portent évidemment les mêmes initiales, ce qui insiste sur la gémellité. Et donc, on peut lire la totalité de 10 Cloverfield Lane comme l'histoire, en quelque sorte, de l'émancipation de Michel, et comme une forme de résistance à une figure paternelle nocive, toxique, abusive, qui constitue, on le comprend dans le film aussi, un double de son propre père.
Il y a cette scène, là aussi, hein, qui me semble d'autant plus importante qu'elle n'a finalement qu'un intérêt narratif très relatif dans le film. La scène de cette discussion entre Emmett et Michel, qui est réalisée en fait comme une scène de confession, puisque chacun des deux personnages est situé des deux côtés d'un mur et se racontent un peu leur vie. Et au récit d'échec hein, d'Emmett succède le récit de Michel hein, qui porte sur la figure paternelle, sur le spectacle dont elle avait été le témoin d'un père abusif violentant sa fille, hein, et elle fait le parallèle avec son propre père en disant quelques mots. Et on comprend donc qu'il y a bel et bien ici une relation à différents niveaux et que Howard vient en quelque sorte réactiver les traumas infantiles. Bon, et évidemment, hein, qui dit émancipation dit aussi, aussi bien Juliette que Lorraine en ont parlé, hein, sortie et sortie hors du bunker, qui est évidemment aussi une sortie symbolique, qui passe par les schèmes de la verticalité, qu'on retrouve totalement dans 10 Cloverfield Lane et qu'on trouvait évidemment aussi dans Cloverfield, même si les sens sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Bon, et puis, à la fin, la symbolique classique de la croisée des chemins, où elle choisit l'action et pas la passivité et le fait d'aller dans un abri. Bon. Plus largement, et pour revenir à la question familiale, hein, il y a, vous l'aurez noté, dans la bibliothèque de Howard installée dans le bunker, on voit à un moment la tranche d'un livre dont le titre est Surviving Doomsday, survivre à l'apocalypse. Or, là encore, en partant du principe que 10 Cloverfield Lane nous parle d'autre chose aussi, de ce dont il nous donne l'impression qu'il veut parler, il me semble qu'il est peut-être moins question de survivalisme au sens strict, en gros, à survivre en cas là d'attaque, disons, toxique, bon, que d'un film qui présente allégoriquement un manuel de survie à un environnement familial toxique. Il me semble en effet que le bunker qui a été installé par Howard, qui a été aménagé, hein, évoque quand même beaucoup un salon cosy typique de la middle class américaine. Il y a un paillasson welcome à l'entrée du bunker et à l'intérieur du salon, hein, il y a un petit canevas Home Sweet Home. Et donc, hein, peut-être, et là aussi, je crois que c'est Lorraine qui en parlait, il y a l'air extérieur qui est toxique et qui est contaminé et qui tue, mais on peut se demander si finalement l'air le plus vicié et le plus dangereux, ce n'est pas l'air domestique qui serait peut-être encore plus destructeur que l'air extérieur. Bon. J'en viens à Cloverfield Paradox, toujours sur cette question de la famille et des figures parentales. Cloverfield Paradox, hein, on peut le lire aussi, je crois, comme la tragédie d'un couple, mais avec la faute qui est du côté de la mère, puisque hein, le personnage d'Ava a perdu ses enfants dans un accident dont elle est responsable hein, et dont elle se désigne comme la responsable. Et ce séjour dans l'espace, hein, donc d'une figure qu'on peut prendre pour une sorte de nouvelle Médée, est marqué hein, par un dilemme, tentation de rejoindre une terre qui n'est pas la sienne, mais sur laquelle ses enfants sont encore en vie, et finalement cette sorte d'expiation finale, puisqu'elle choisit finalement de sauver l'humanité, quand dans un même temps, son mari, hein, avec cette structure finalement voilà, qui fait des parallèles entre la station spatiale et ce qui se passe sur la Terre, quand son mari, hein, lui, sauve une fillette qui est séparée de ses parents et qu'il faut absolument sauver. Bon. Mais au-delà hein, de ce schéma, il y a aussi dans ce film cette très belle réplique, je trouve, du scientifique, du personnage de scientifique que l'on voit dans un programme télévisé qui est diffusé dans la station, hein, scientifique dont le nom est Mark Stambler, qui est désigné comme l'auteur d'un livre qui s'appelle The Cloverfield Paradox et qui explique hein, en quoi l'expérience menée par les spationautes avec l'accélérateur de particules est extrêmement dangereuse. Et il y a cette réplique hein, que je vous redonne. À chaque essai, dit-il, il risque de déchirer la membrane de l'espace-temps, de fusionner plusieurs dimensions, de bouleverser la réalité. Pas seulement sur cette station, partout, cette expérience pourrait créer un chaos total d'une ampleur sans précédent et libérer, dit-il, des monstres, des démons, des créatures marines, etc. Donc, on retrouve cette idée que derrière le tissu de la réalité se cachent monstres et démons. Et il me semble que cette tirade fonctionne aussi comme une sorte de résumé de l'ensemble de la trilogie
et que ce qui relie aussi peut-être ces trois films entre eux, c'est la question du monstre tapis, du monstre caché, du monstre en dessous. Du monstre en dessous des eaux dans le premier, du sol dans le deuxième, de l'atmosphère dans le troisième, mais aussi du monstre tapis dans le quotidien, et dont l'événement dont parlait Sébastien est le moment où il émerge, il ressort, du monstre tapis dans la famille américaine modèle, ou encore du monstre tapis dans les bonnes intentions d'une mère. Bon. Et donc, ce qui relie peut-être aussi les trois films, c'est de nous faire, nous, publics, régresser en quelque sorte, en nous rappelant que nous avons, nous aussi, toujours peur du croque-mitaine. Et cette dimension régressive, elle me conduit justement à la question de la série B, qui serait un des autres éléments, à mes yeux, qui sert de suture entre les trois films. Pourquoi la régression? Parce qu'il y a, je crois, derrière l'idée de série B, l'idée d'un plaisir simple, parfois coupable, souvent régressif du récepteur. On a là encore dans le making-of de Cloverfield cette citation pleine d'enthousiasme de J.J. Abrams, un film de genre avec un monstre, c'est mon préféré. Bon, comme ça, au moins, les choses sont dites et elles sont très claires, même si, évidemment, ça n'empêche pas la réflexion, y compris politique ou sociétale. Évidemment, Sébastien en a amplement parlé. Mais donc ce rapport à la série B, il est important, je trouve, à l'échelle des trois films. Et on a là aussi une évolution, il me semble, entre Cloverfield et The Cloverfield Paradox, avec, on pourrait dire, une sorte de béification progressive, c'est-à-dire des productions qui, alors il ne s'agit pas de faire un jugement de valeur, mais en tout cas peut-être des productions qui sont de plus en plus régressives et qui vont parfois de plus en plus loin vers, je ne vais pas dire du mauvais goût, mais disons vers un certain nombre de choix qu'on pourrait questionner. Et ce serait vrai d'ailleurs des productions Bad Robot, peut-être en général. Je vais dire un mot de celle qui suit Cloverfield Paradox, ça me semble révélateur aussi. Justement, Cloverfield Paradox, il me semble, ça n'est pas exempt de choix, disons, discutables. Qu'on pourrait trouver voilà, d'un goût qu'on peut questionner, les vers régurgités par Volkov, cette sorte de scène très qui n'est même pas gore, mais qui est un peu sale en fait, qui évoque Alien, bien sûr, mais sous une autre forme. Et surtout, je pense au bras coupé du spationaute Mundi, qui alors est à la fois, je pense, un clin d'œil à la main coupée de Ash dans Evil Dead 2, mais aussi peut-être à la chose de la famille Adams, voilà, d'une façon un peu décalée. Et donc, à ce côté béifié, en quelque sorte, de la trilogie, se poursuivrait dans le film qui suit Cloverfield Paradox, et alors là, qui n'a pas de lien a priori avec le reste, qui s'appelle Overlord, mais qui a été un moment envisagé comme Cloverfield 4, et avant finalement que cette idée ne soit abandonnée. Overlord, qui nous présente un film de guerre basé sur l'opération du même nom, et où on va voir s'opposer des GI à des zombies nazis, ou des nazis zombies, comme on voudra, dans un village de Normandie. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors pour moi, Overlord, c'est presque, ça flirte avec le Z d'une certaine façon, il me semble. Il y avait, c'est vraiment, ça flirte avec le Z aussi parce que les références sont tellement affichées qu'on a vraiment l'impression d'une autre version de film qu'on connaît déjà. En gros, une sorte de il faut sauver le soldat Ryan, mais voilà, série Z, quoi, en quelque sorte. Bon. Ce mauvais goût, ce côté un petit peu cheesy, on pourrait dire, en fait, il est peut-être aussi dès l'origine en lien avec Cloverfield, puisque l'un des titres mystérieux qui permettait de désigner le premier film avant que son titre ne soit révélé, c'était justement Cheese. Et il y a des images dans les bonus du Blu-ray où on voit au moment où ils ont tourné véritablement à New York, il y a un public qui vient pour assister au tournage, et on leur demande, vous êtes là pour le tournage de quel film? Et les jeunes qui sont là répondent, on vient voir le tournage de Cheese. À un moment, ça s'est appelé ainsi. Et même au-delà de ce seul détail, l'origine du monstre elle-même, en fait, avant que le troisième volume ne vienne un petit peu reconfigurer tout ça, cette origine, elle était elle-même un petit peu cheesy, en fait, puisque ce que nous dit l'histoire, disons, d'arrière-plan de la saga Cloverfield, c'est que le premier monstre est né du fait des forages sous-marins d'une firme japonaise, Tagruato, qui est la firme dans laquelle va aller travailler Rob dans le premier film.
forages qui sont liés au fait de vouloir récolter un ingrédient spécial pour leur boisson Slusho, qui est une sorte de slushy en fait, donc de boisson hyper sucrée. Et la firme Tagruato va récolter le Seabed's Nectar, et c'est ce nectar des fonds marins qui à la fois rend les consommateurs accros et qui réveille le monstre. Et si vous êtes attentif, vous verrez dans le premier film que le frère de Rob a un t-shirt Slusho, qui est d'ailleurs qui est un truc qui se retrouve dans d'autres productions de J.J. Abrams, je crois, dans Alias, il me semble, et dans d'autres choses aussi. Bon. Une dernière chose, et puis j'en aurais fini. On peut aussi finalement se poser la question de savoir, j'ai parlé de films un peu régressifs, mais si on n'a pas aussi surtout affaire à des films nostalgiques. Alors, pas seulement nostalgie d'un cinéma plus libre, parce que fondé sur de petits budgets et puis beaucoup de débrouille, mais aussi une forme de nostalgie paradoxale qui serait peut-être même visible en dehors de Cloverfield, nostalgie paradoxale des menaces d'antan. En particulier, une nostalgie de la guerre froide, ce qu'on pourrait appeler une nostalgie rouge, c'est-à-dire d'un temps où finalement les menaces, elles étaient plus simples en quelque sorte. Elles étaient graves, bien entendu, inquiétantes évidemment, mais aussi plus visibles, plus simples et d'une certaine façon dans un monde plus manichéen en quelque sorte. Il y a il me semble, des échos de cela dans 10 Cloverfield Lane, puisque avant de comprendre que la Terre a été envahie par des extraterrestres, on a différentes possibilités qui sont mentionnées par Howard, une attaque chimique ou nucléaire, et il ajoute, donc je cite la réplique du personnage, ça c'est dans le cas où il s'agit d'armes connues, les Russes créent des sales trucs, et si les Martiens ont finalement réussi à débarquer, leurs armes feront passer celles des Ruskov pour des haches de pierre. Bon, alors évidemment, ça pourrait passer pour le délire d'un personnage complotiste, mais ça dit aussi, il me semble, à une plus large échelle, ce qu'on pourrait considérer comme une nostalgie hollywoodienne de la bonne vieille invasion à grande échelle, la bonne vieille invasion extraterrestre ou communiste. Et de ce point de vue, il me semble aussi que le personnage de Volkov dans Cloverfield Paradox, c'est aussi une sorte de recrudescence, 21e siècle, du personnage du soviétique. Je disais qu'on pouvait voir ça peut-être même au-delà de Cloverfield, et il me semble que cette nostalgie, elle est aussi perceptible, par exemple, dans la saison 3 de Stranger Things, avec tous les renvois aux films des années 80, des films paranoïaques du type Red Dawn, etc. etc. Donc, des menaces très visibles, des menaces finalement très simples, presque, par opposition à ces menaces invisibles et encore plus inquiétantes que sont l'attaque terroriste, la catastrophe écologique aussi, dans un autre domaine qui est visible, mais qui est en quelque sorte pernicieuse parce qu'on n'en voit pas forcément immédiatement tout de suite les impacts. Et donc, chacun des films des deux extrémités incarne aussi l'angoisse du moment, donc le terrorisme pour Cloverfield, la crise écologique pour Cloverfield Paradox, et puis, et ça aussi, ça dit peut-être l'actualité de cette trilogie et le pourquoi aussi on en parle peut-être aujourd'hui, le lien qu'on peut faire aussi avec la pandémie et la peur du virus qu'on connaît actuellement. Mais et pour terminer sur une note peut-être plus positive, derrière peut-être que derrière la trilogie Cloverfield, il y a aussi, et enfin, cette idée que notre abri à nous, notre bunker, notre refuge, c'est peut-être justement ces fictions-là.